Bonjour, je suis Mohamed Samani. Je vais vous accompagner, ou je vous demande gentiment de m'accompagner dans une sortie de terrain ici sur les cuvettes d'Aïtourir, au sud-est de Marrakech, à 35 km à peu près au sud-est de Marrakech. Et on va s'intéresser essentiellement ici dans cette première sortie aux environnements sédimentaires et à la sédimentation dans les milieux anciens, si vous voulez, ceux qui accompagnaient ou qui étaient au cours du dépôt de ces roches sédimentaires, bien sûr. Donc là, c'est essentiellement, je vais me concentrer sur les milieux de sédimentation et les environnements sédimentaires. Donc, dans un premier temps, bien sûr. Après, bien sûr, dans une prochaine vidéo, dans d'autres prochaines vidéos, peut-être on va discuter la géologie des cuvettes d'Aïtourir dans, si vous voulez, dans la géologie du Maroc et dans l'orogenèse atlasique ou alpine, bien sûr. Donc là, c'est au départ, on va se concentrer sur la colline ou la cuvette que vous avez ici derrière moi, et que l'on va commencer dès la base vers les formations, vers le sommet. Donc on va, si vous voulez, étudier, entre guillemets, les environnements sédimentaires de chaque niveau ou de chaque formation dans cette cuvette. Voilà. Après, on peut bien sûr les comparer à d'autres cuvettes et aux événements que l'on peut remarquer, que l'on peut bien sûr constater dans d'autres cuvettes. Voilà, je vous souhaite bonne journée et bonne excursion. Merci. Bon, pour nous situer dans le cadre géographique, si on veut dire, nous sommes ici sur la route numéro 9 Marrakech-Ouarzazate, au niveau de Aïtourir, de la petite ville Aïtourir. Nous venons juste d'arriver aux premières collines qui s'adosse à la chaîne atlasique, bien sûr. Voici ici l'axe de la chaîne, si on peut dire, donc les hautes altitudes. On a les hauts plateaux qui vont affleurer quelque part ici, et on appelle ça la zone des collines, si on peut se limiter à, disons, un schéma morphologique ou tout simplement altitudinal, si on peut dire. Donc là, ce que je voulais vous dire, c'est essentiellement quelle est la définition des cuvettes. Qu'est-ce qu'on appelle des cuvettes ou une cuvette? On va s'éloigner carrément du bruit de l'appareil et on va commencer par la première colline. Cette première colline, on va appeler cuvette maintenant, c'est pas seulement la colline qui nous intéresse, mais l'ensemble structural, si on peut dire, c'est-à-dire la structure générale de la cuvette. Bon, elle est sur des basaltes que je vois bien sûr ici, ce sont les basaltes. Et là, ce sont les premiers niveaux sédimentaires secondaires qui vont se déposer sur le basalte. Donc ici, je parle des basaltes finitriasiques, c'est la fin du Trias, infraliasique pour certains. Donc finitriasique, infraliasique. Et ce sont donc les basaltes qui vont venir à la fin du Trias carrément. Et sur ces basaltes vont se déposer les premiers niveaux sédimentaires essentiellement du Jurassique, bien sûr, et puis du Crétacé et d'autres, l'Éocène aussi. Donc là, c'est-à-dire que on va voir la cuvette de cette sorte. C'est un ensemble qui est, si vous voulez, synclinal. Pourquoi? Parce que vous avez de ce côté-là les couches qui vont tendre vers le sud, voilà, au sud-est. Et puis, de l'autre côté, si l'on va pénétrer à l'intérieur, on va trouver, donc là,
c'est ma première. Je vais me placer entre les cuvettes, comme ça vous allez voir ce que je voulais dire. Remarquez ici les basaltes. Donc nous avons ici le long de l'OZ, nous avons l'OZ. Et le long de l'OZ, vous avez des masses basaltiques ici qui constituent des collines. Si je tourne là, je vais trouver, voilà, je vais reculer. Et ce que je vais trouver, c'est que vous avez la colline, enfin la cuvette, qui aura une forme synclinale. Elle a une forme avec un pondage, la structure avec un pondage vers le sud de ce côté-là. Elle a un pondage plutôt vers le nord de ce côté-là. Donc ça fait une petite, si vous voulez, coupole, si on peut dire. C'est une coupole qui se dépose directement sur les basaltes. Parce que les basaltes, elles vont l'entourer de tous les côtés. Donc vous avez les basaltes déjà du côté de la plaine du Haouz. Ça, c'est la plaine du Haouz. Donc les basaltes que l'on a vus ici, là c'est l'Ouadzette, la rivière. Et là, vous avez les basaltes de ce côté-là. De la même manière, pour ça c'est T, ça c'est la colline ou la cuvette de Wanina. Là, la même chose ici pour la cuvette de Adendim. Adendim, donc c'est Adendim, c'est la cuvette que l'on a avec la forêt. Donc c'est ce que l'on va voir directement avec la forêt. C'est la cuvette de Adendim. Donc si je me remets vers le haut, voici ce que je vais voir. La cuvette de Adendim, si je me remets vers en haut, je remonte, regardez, vous avez le pondage qui va tourner tout autour de la cuvette, et tout l'ensemble sur des basaltes. Donc les premiers niveaux de la cuvette sont directement sur les basaltes. De ce côté-là, vous avez la même chose. Et l'Ouadzette va traverser carrément la cuvette de Adendim que l'on voit ici, avec même peut-être des failles, parce que ça paraît, enfin ici, on a l'impression de voir des failles. Donc là, je ne vais pas me parler de ça, je ne vais pas m'occuper de ça pour l'instant. Bon, si j'avance, notre cuvette que l'on va visiter, c'est Tassarimut. Voilà. Tassarimut, c'est la cuvette que l'on a ici. Vous avez la route de numéro 9, national 9, Marrakech-Ouarzazate, et nous allons nous placer ici exactement. Donc là, nous sommes à ce niveau pour voir un petit peu le paysage. Voilà, pour voir le paysage depuis la terre, carrément sur le sol, on va être à ce niveau ici. Okay. Donc nous avons la cuvette de Tassarimut. Nous avons la cuvette de Tafilelt. Nous avons derrière, et ce n'est pas visible depuis le sol, c'est la cuvette de Jbel Sor ou Touama. Bon, c'est la cuvette de Touama ou la cuvette de Jbel Sor ici. Et vous avez la cuvette de Adendim qui est traversée par l'Ouadzette. Là, il va vers, bien sûr, l'Ouadzette, si vous le suivez, bien sûr. L'Alba Terdouin, c'est la route que vous pouvez suivre ici. Donc,
Donc là, c'est-à-dire que vous avez des sortes de plats ou de coupoles qui sont plus ou moins, on va dire, ça c'est dit à plusieurs reprises, détachés plus ou moins sur les basaltes. Et ce qui va faciliter ce phénomène, c'est la présence des siltes à la base. Parce qu'il y a beaucoup de siltes et il y a beaucoup de siltes à évaporite. Et donc tout ça, ça veut dire que on a affaire à des sortes de détachements, de décollements de ces cuvettes sur une surface essentiellement constituée par les basaltes finitriasiques. Mais n'oublions pas que sous les basaltes finitriasiques, il y a les siltes triasiques de la formation 6 qui sont évaporitiques et qui vont aussi rendre les choses beaucoup plus savonneuses, si on peut dire, et glissantes. Donc là, c'est-à-dire qu'on va revenir à ce phénomène après. Pour l'instant, on va s'intéresser, comme je l'ai dit au départ, surtout disons, aux environnements sédimentaires qui ont accompagné, si vous voulez, le dépôt de ces séries secondaires, essentiellement jurassiques et crétacées à ce niveau. Tout l'ensemble des cuvettes, bien sûr, arrive sur le versant nord du Haut-Atlas. Donc ça, c'est vraiment le versant nord du Haut-Atlas et sur la zone septentrionale, enfin subatlasique nord, si on peut dire. Ok, donc les hautes altitudes, 4000, 4165, le Tobral quelque part ici, etc. Donc là, c'est bien leur position dans une coupe, si vous voulez, du Haut-Atlas de Marrakech. Enfin, le Haut-Atlas, tout simplement. À partir d'un petit drone ici, on va revoir notre situation dans l'ensemble. Vous avez la cuvette de Tasrimout sur laquelle nous sommes maintenant. Vous avez le Douar Tafriat et la route qui va vers Marrakech dans ce sens, puis la cuvette de Wanina ici, bien sûr le Ouazzat tout à fait au milieu, et les collines de basalte. Derrière, on va trouver la cuvette de Adendim. Et puis, lorsque l'on va vers... Bon, vous avez la route Ouarzazate, bien sûr, dans ce sens. Lorsque l'on va pratiquement vers l'est, on va trouver la colline de Tafilelt, la cuvette de Tafilelt. Et là, bien sûr, le blanc et le rouge, c'est du Jurassique. Et on va trouver 3 niveaux supérieurs ici. À partir du blanc, c'est du Crétacé. Donc, à partir du premier blanc, c'est le Crétacé qu'on va revoir dans le détail. Et là, on va atterrir carrément notre petit drone. Notre étude va concerner essentiellement donc, cette formation en faisant le départ depuis le lias ici, au moins la partie calcaire du lias, que l'on voit perturber, bien sûr, le lias. On a ici le lias, et on voit une petite faille quand même, par là. Puis, la formation rouge qui va commencer juste après le lias, c'est le Dogger, c'est le Jurassique moyen. Après le Jurassique moyen rouge, on va remonter dans la série pour trouver cette formation jaunâtre ici, là, celle-là, la première. Cette formation jaunâtre, c'est l'apto-albien. Donc remarquez que le Jurassique supérieur n'existe pas, le Malm, il y a une lacune concernant le Malm ici dans la région, donc il n'y a pas de Jurassique supérieur, mais c'est
l'apto-albien, absien, albien qui vont venir, qui vont former cette couche jaunâtre que l'on voit ici. Puis après, il y a une formation rouge là qui va venir juste après le jaune. Cette formation jaune, donc après l'apto-albien, c'est l'infracénomanien ou cénomanien inférieur. C'est l'infracénomanien, formation rouge. Puis après, il y a la formation calcaire massive. Enfin, c'est une corniche calcaire qui va constituer la ligne de crête. Elle est très solide. Elle résiste bien à l'érosion. C'est le cénomano-turonien. Cénomanien-turonien. Et là, c'est le cénomanien-turonien. Donc là, c'est cénomanien-turonien, infracénomanien, apto-albien, le dogger. Et puis là, le liesse. Avec ces deux, disons, ces deux niveaux. Il y a un niveau évaporitique, enfin, silteux, rouge. Il y a un niveau calcaire. Bon, tout cela sera, bon, c'est mal vu ici parce que, bon, mal vu, très difficilement visible parce qu'il y a le soleil juste en face. Là c'est les basaltes. Et de l'autre côté, c'est l'autre cuvette. Voilà. On va commencer notre étude sur le terrain ici, directement sur la roche, à partir du niveau rouge du lias, qui va se trouver sous le niveau calcaire ou blanchâtre, au moins pour l'instant. Et voici ce que l'on trouve ici à ce niveau. C'est un niveau silteux, avec des siltes un petit peu sombres parfois, mais surtout à l'intérieur de ces siltes, on va trouver des roches massives qui sont un petit peu de cet aspect qui sont un petit peu vitreux, donc un éclat vitreux, et que l'on peut reconnaître si on a de l'expérience de loin, bien sûr. Mais on va quand même essayer ça. Regardez, on va gratter carrément sur la roche avec l'ongle. Et c'est bien des gypses. C'est bien des gypses. On remonte un petit peu juste au niveau supérieur de cette formation silteuse. On va trouver cette formation ici calcaire, bon, on va dire calcaire quand même. Et à la base de cette formation, toujours dans le lias bien sûr, on va trouver ces figures qui apparaissent ainsi comme ça en polygone. C'est bien sûr ce que l'on appelle des polygones de dessiccation, mais ici elles sont bien à la base d'une couche. Donc elles sont en contre-empreinte, en cast en anglais. Donc elles sont en contre-empreinte et on les voit très bien. On peut voir que vous avez les polygones ici qui sortent vers le bas, bien sûr. Donc ça c'est bien la base d'une couche. Donc c'est la base d'une couche avec des polygones de dessiccation ou des modes cracks en contre-empreinte. Mais ce qui est important ici aussi, c'est de voir qu'est-ce qui est associé avec cette base de banc. Regardez bien, vous avez des sortes de cubes ou de losanges parfois qui apparaissent, mais avec des, disons, des petites fissurations, bien sûr, qui apparaissent. Donc ça paraît ailé, c'est comme des structures ailées comme ça. Et lorsque l'on va voir pratiquement à ce niveau, regardez, on voit très bien qu'on peut se sentir quand même la présence d'un cube,
quelque chose de cubique qui a laissé sa trace ici. Mais ce n'est pas des cubes comme on peut vraiment les imaginer, parce qu'au départ, moi j'ai cru avoir des cubes de sel, tout simplement, donc on peut dire les choses correctement comme ça. C'est-à-dire c'est des pseudomorphoses de sel ou pseudo-cubes de sel qui ont disparu, qui ont été dissous et qui n'ont laissé que leurs traces. Voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc c'est la trace de cubes de sel, mais c'est pas des cubes comme on a l'impression de voir, parce que les cubes, on les a vus ailleurs. Moi, je les ai vus ailleurs, ça ressemble pas correctement à ça. Et lorsque je suis allé chercher, enfin, j'ai essayé de chercher plus de détails, j'ai trouvé quand même que ce sont des cubes de sel, des sortes de sel, disons de sel cristallisé, mais qui ont un petit peu une forme très spéciale. Et je vais vous donner la référence, si vous voulez, pour voir que c'est effectivement des cubes un petit peu très spéciaux qui ressemblent plutôt à des pyramides et non pas à des cubes. Donc là, c'est vraiment la forme de pyramide inversée carrément. Et lorsque vous allez voir, par exemple, moi j'ai vu quand même qu'il y a un... Où est-ce que je l'ai vu? Peut-être celui-ci, voilà, celui-ci même. Il ressemble vraiment à une pyramide et non pas à une forme cubique. Voilà. Ça ressemble plutôt à une pyramide et non pas à une forme cubique. Et donc là, en cherchant, j'ai trouvé que c'est un type de sel, c'est bien le sel, NaCl, qui cristallise, mais dans des conditions très spéciales. C'est-à-dire qu'il cristallise, mais les cristaux restent un petit peu flottants sur l'eau. L'eau claire, ce sont des cristaux qui se forment et ils flottent sur l'air parce qu'ils sont des cubes inversés carrément. Donc, je vais vous donner quand même la forme, à quoi ça ressemble. Et ça a un nom. Et c'est du sel qui est vendu dans les salines pratiquement avec un prix très très cher, beaucoup plus cher que le sel de cuisine que l'on utilise. Ici, ça s'appelle fleur de sel. Vous pouvez voir exactement la forme que on vient de voir sur la base de la couche. Ici, c'est en miniature pratiquement. Ici, le lias en lui-même, c'est-à-dire les bancs calcaires du lias, ne paraissent pas être vraiment un calcaire ou, disons, marin comme on peut les connaître. C'est plutôt un calcaire lithographique sans fossiles. Il n'y a pas vraiment de fossiles, pas de vue de fossiles à ce niveau. C'est plutôt un calcaire qui est, on dirait, un calcaire lagunaire. Donc c'est beaucoup plus un calcaire lagunaire que autre chose. C'est pas vraiment un calcaire marin, ça c'est presque sûr. Au-dessus de cette formation du lias, on va rentrer dans un niveau détritique rouge qui est le Dogger carrément. Et à ce niveau, on va trouver des bancs, des siltes bien sûr, interstratifiés parfois avec des bancs gréseux ou silteux plus ou moins très fins, mais surtout blanchâtres, très blancs, parfois verdâtres aussi. Les siltes sont avec des passages verdâtres. Donc, on les connaît quand même, ces types de dépôts. C'est essentiellement dans un niveau, dans un milieu plutôt confiné. Donc, ce n'est pas un milieu totalement évaporitique, mais pré-évaporitique, mais surtout confiné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de circulation d'oxygène et on a pratiquement un milieu réducteur dans lequel la matière organique est conservée ou décolore quand même le niveau et devient bleuâtre ou verdâtre comme ça. Donc, et généralement, c'est des siltes, c'est vraiment des siltes et pas de circulation. Il n'y a pas de grand litage, il n'y a pas de grand litage, il n'y a pas de grande structure. Voilà. Dans la partie médiane du Dogger,
c'est-à-dire on remonte un tout petit peu dans la série, on va voir que la lithologie va changer carrément. On va passer dans des niveaux conglomératiques qui sont interstratifiés avec des siltes. Mais si on essaie de voir un petit peu comment s'organise la lithologie, on va voir que ça s'organise sous forme de chenaux. C'est-à-dire un chenal, c'est une certaine dépression dans laquelle les sédiments le courant va transporter des sédiments grossiers et au fur et à mesure, le chenal va se remplir et il va transporter des sédiments fins. Donc on aura une certaine granulométrie qui va diminuer depuis la base du chenal vers son sommet, vers le haut. Et avec un grand litage tout à fait dans la base, de grand litage oblique en cuillère que l'on peut voir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une formation chenalisée qui est essentiellement fluviatile. Donc on passe dans un milieu carrément fluviatile avec un transport de matériel et un courant très fort, bien sûr. Dans le Dogger, il y a toujours ce niveau de chenalisé, de grès, altération de goethite, je pense, c'est de la goethite qui donne cette couleur jaune. On peut voir les grands litages obliques en cuillère. Et surtout cette couleur qui est jaune. C'est presque du loch. Donc ça c'est même au niveau de la route, on peut le voir. Et au niveau de l'échantillon, on peut les voir comme ça. Voilà, c'est des grès jaunâtres avec des quartz. C'est bien gazeux tout ça. Et surtout cette couleur là, qui est jaunâtre, ocre. C'est un niveau que l'on connaît dans le Dogger, dans toutes les cuvettes, pratiquement dans toutes les cuvettes. Moi je l'ai vu. À Touama, je l'ai vu ailleurs. Et ici. Alors, ça se trouve, parfois c'est beaucoup plus jaune. C'est caractéristique de ces Dogger. On le trouve dans toutes les cuvettes presque. Voilà, je suis ici dans les premiers niveaux de la colline ici de Tasserimut, la cuvette de Tasserimut. Je suis sur la base de l'Apto-Albien. Je suis sur la base de l'Apto-Albien. Et voilà, j'ai cherché ce petit niveau-là. Un petit niveau repère pour moi que j'ai trouvé finalement. Voilà ce niveau. Et ce qui est important ici, c'est que l'on peut voir des sortes de tubes. Donc c'est un réseau tubulaire comme ça qui est organisé et tout l'ensemble est calcaire. Donc tout l'ensemble est vraiment calcaire et pas seulement ce réseau ici tubulaire que l'on peut facilement reconnaître. Ce sont des polypiers.
Donc là, on peut les reconnaître dans les roches récentes, dans les constructions récifales récentes. Ce sont des polypiers. Donc là, des polypiers qui sont considérés comme des organismes constructeurs, bien sûr, de récifs, mais pas seulement les polypiers. Il y a d'autres organismes à côté. Là, si l'on peut voir ça, ça c'est des madrépores. Ce sont des madrépores que l'on peut trouver juste à côté ici, là, là. On peut les reconnaître par cette ornementation à l'extérieur, pas seulement une ornementation, mais c'est l'emplacement des polypes. C'est l'emplacement des polypes. Regardez, ça, c'est ce qu'on appelle des zoéties. Et vous avez des multitudes de zoéties qui sont organisées, qui donnent un petit peu cette ornementation, un petit peu en réseau, comme ça. On peut reconnaître facilement ici encore une fois, là. Donc toute la roche en fait est constituée par ces organismes constructeurs. Donc ce sont les organismes constructeurs qui sont responsables de la construction récifale. Ce qu'on appelle une petite construction récifale, qui n'est pas assez grand, qui n'est pas très grande, mais si on peut voir vraiment d'une façon très, on peut les voir partout et on peut les voir aussi latéralement. Latéralement, ce que je peux voir par contre, c'est une trace tubulaire comme ça. Mais elle est plutôt horizontale celle-là, qui se divise comme ça en Y. Moi je pense que c'est une bioturbation type thalassinoïde. Voilà. Sinon les tubules, on peut les retrouver, ils sont là. Regardez les polypiers. Ils sont relativement là, voilà. On peut les reconnaître facilement ici, encore une fois. Voilà, c'est bien visible tout ça. Là encore. Tout ça c'est de la roche. En fait c'est de la roche, c'est-à-dire c'est des calcaires. Des calcaires. On peut même les retrouver là, bas. Voilà, donc là c'est tout un ensemble. Mais la masse vraiment, c'est celle-là. Elle est bien construite quand même. Le récif, quand on a une installation récifale, c'est surtout certainement de l'eau claire, sous une latitude tropicale, avec de l'eau de 22 degrés, 23, voire plus, et des courants qui peuvent oxygéner continuellement les eaux, bien sûr, et beaucoup d'autres conditions que l'on peut voir dans les conditions tout à fait de récif actuel. Voilà, regardez, ils sont partout. Ils sont partout là. Moi je peux ne pas prendre les photos parce que j'ai du mal à parler, prendre la photo. Mais ils sont partout. Ça c'est des madrépores bien sûr. Là aussi c'est des madrépores. Donc des organismes constructeurs de récifs bien connus dans les formations récifales.
Bon, on va aller voir, on va voir. Ça, c'est dans le Crétacé, bien sûr. Quand on va voir d'autres formations récifales dans le Carbonifère, par exemple, on va voir d'autres espèces. Voilà. Bah, ici, c'est des gastéropodes. Là, c'est des gastéropodes en coupe longitudinale et en coupe transversale. Bah, il doit y avoir aussi des mini-branches, comme on les avait vues l'autre jour. Donc, plein de fossiles ici, quand même. Voilà, dans un petit alvègue ici, je trouve ce niveau basculé, ce banc basculé ici. Bon, il ne doit pas provenir de loin, bon, juste là, juste un petit peu là. Donc là, c'est dans un grand alvègue. Et voici notre surface ici. Je suppose que c'est une surface. Elle contient ce réseau de bioturbation assez bien connu je le connais dans le Crétacé. C'est des bioturbations de type thalassinoïdes. Donc les thalassinoïdes, ça donne quelque chose en Y. Toujours c'est des dichotomies en Y. Tout un réseau comme ça qui est superposé, mais qui est toujours horizontal. Voilà, c'est toujours horizontal. On retrouve ici, mais un petit peu érodé. Là, c'est bien conservé quand même. Bon, le niveau thalassinoïde est possible qu'il soit ici. Regardez, c'est ce niveau ici. Donc la roche, enfin notre banc, il provient un petit peu de ce niveau-là. Voilà, il se trouve dans les calcaires de l'apto-albien, qu'on voit très bien là. Voilà, je vais m'arrêter à ce niveau, au niveau de l'apto-albien aujourd'hui. Et je vais certainement continuer les deux autres niveaux qui restent dans cette cuvette, c'est-à-dire la cuvette de Tasserimut. Et ce qui nous reste comme niveau, c'est surtout l'infrasolomanien et le solomanturonien. Et on va faire une petite récapitulation, mais surtout une interprétation des niveaux et des milieux de sédimentation en termes, si vous voulez, en termes d'environnement sédimentaire. Mais il faut faire intervenir certainement un petit peu de la tectonique, le statisme, etc. Donc ça, c'est ce que je vais faire certainement une prochaine fois, Inch'Allah. Donc là, je vous dis vraiment merci et du courage. On peut apprendre beaucoup de choses sur le terrain. C'est toujours un plaisir d'être sur le terrain. Voilà, je vous rappelle ici, c'est surtout que je suis en train de longer la route, mais en même temps, je vois directement derrière ces arbustes les basaltes finitriasiques, bien sûr. Là, c'est vu pratiquement du niveau de la route. Voici donc les collines grises des basaltes finis triasiques. Voilà, merci, au revoir et bonne journée. Voilà, merci.